Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle bande dessinée de Paul et Gaëtan Brizzi, Le fantôme de l'opéra, édité par Futuropolis. Bonjour. Je suis Hugo Dervis-Seglou et pour le cinéma, je vous retrouve pour parler une fois de plus d'un rapport entre le cinéma et une œuvre de bande dessinée éditée par Futuropolis, Le fantôme de l'opéra. Et pour ce faire, nous remercions Monsieur Mathieu Le Tourneux d'avoir gracieusement accepté de discuter de la chose avec nous. Bien, alors je vais commencer par vous parler de la bande dessinée tout d'abord, puis après nous allons revenir au cinéma. Donc, Le fantôme de l'opéra, c'est une bande dessinée qui suit les grandes lignes du roman, qui est un roman à feuilleton de Gaston Leroux, qui a été publié vers la fin du 19e siècle. Début 20e. Début 20e. 1910. 1910, pour être précis. Et donc, c'est une bande dessinée assez précise. Je me permets de vous montrer, avec un très beau crayonné au noir et blanc, qui offre vraiment une patte particulière, une saveur particulière à cette histoire. Il y a quelque chose de très gothique, on sent aussi l'inspiration romanesque de ce roman à feuilleton. Et une des beautés de ce style, c'est justement qu'il y a à la fois un trait très précis, notamment pour les décors, ça crée un intéressant contraste et un espèce d'aspect assez irréel. On sent qu'il y a un rapport à la temporalité particulière, avec de l'architecture qui est extrêmement présente au sein des bulles, mais avec des personnages qui, eux, sont très vaporeux, quelque part. Alors, donc, monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler du fantôme de l'opéra ? D'abord, le fantôme de l'opéra, tout court, qu'est-ce que c'est ? Alors, Le fantôme de l'opéra, c'est un roman de Gaston Leroux qui est prépublié en effet en 1909 et qui sort en volume en 1910. C'est un roman qui se déroule entièrement ou essentiellement dans l'Opéra de Paris. L'Opéra Garnier. Voilà, l'Opéra Garnier, et qui exploite l'imaginaire de l'opéra, qui est un imaginaire très très important à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est vraiment un des lieux culturels très importants. Et dans ce roman, il y a vraiment l'exploitation de l'imaginaire, de cet imaginaire fantastique de l'opéra. Alors, comment est-ce qu'il va exploiter cet imaginaire ? À travers un récit qui est un récit très marqué par le modèle du mélodrame, ce qui est le cas de l'opéra aussi. Hein. L'opéra, les opéras sont généralement... Ce sont de très grands mélodrames, mais portés par les voix, par les décors. C'est presque mégalomaniaque comparé à l'écriture, l'opéra. Voilà, exactement. Et donc, ce que va faire Gaston Leroux, c'est qu'il va imaginer la présence d'un fantôme dans cet opéra, dans les sous-sols de cet opéra, mais un fantôme aussi qui agit à la surface, c'est-à-dire dans les loges et dans la salle. Un fantôme donc qui imposerait ses désirs au directeur de l'opéra et qui va tomber amoureux d'une chanteuse, Christine Danaé, et qu'il va essayer d'imposer comme grande soliste alors qu'elle n'est que choriste. Christine Dubois will sing tomorrow night. Leave Paris. This is your last warning. Take off that prop room mask. Ce qui est très intéressant dans Le fantôme de l'opéra, c'est que ce que fait Gaston Leroux, c'est en présentant comme ça un personnage qui tire les ficelles de manière cachée, un personnage invisible, il va progressivement
nous permettent de découvrir les coulisses de l'opéra. Parce que beaucoup de gens, tout le monde connaît l'opéra au 19e siècle. L'opéra, c'est comme, aujourd'hui, c'est vraiment aussi important que des choses. Alors le théâtre, peut-être plus que le théâtre. Je pense que c'est plus proche de ce qu'est aujourd'hui la comédie musicale. D'accord. C'est-à-dire où les grands spectacles télévisés. C'est-à-dire des choses qu'on connaît, que tout le monde connaît, mais que les gens n'ont pas forcément vues ou n'y sont pas allés. Mais ils connaissent, ça a une réputation en fait pour tout le monde. Voilà, la comédie musicale, tout le monde sait qu'il y a des grandes comédies musicales, mais personne n'y allait. Les spectacles télévisuels, les gens les ont vus à la télé, mais ne sont pas allés sur place. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que le fantôme de l'opéra, lui, connaît les coulisses. Oui. Il connaît les sous-sols, et l'opéra a toute une série de sous-sols, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espaces cachés pour entreposer les décors, pour entreposer les costumes, pour entreposer cette machinerie énorme, parce que l'opéra, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est un spectacle total, un spectacle massif, avec des décors, des trappes, des choses qui descendent du ciel, des chevaux, etc. On pense à l'opéra wagnérien qui justement mettait en scène justement ce genre d'imagerie dantesque, de mécanisme dantesque. Et j'ajouterais, vous parliez du sous-sol de l'opéra, on sent aussi une espèce d'inspiration des romantiques, et notamment de Victor Hugo, par rapport au sous-sol, il me semble. On se souvient dans Les Misérables, la description des égouts de Paris, et quelque part, je pense qu'il y a un lien avec Victor Hugo et les romantiques. Bien sûr, il y a un lien avec Victor Hugo et les romantiques. D'ailleurs, à un moment, il parodie Victor Hugo, je me rappelle plus de la phrase exacte, mais c'est une parodie de La Légende des siècles. C'était l'heure où... quelle est la phrase ? Au lieu de c'était à l'heure où les grands fauves vont boire, je dis de mémoire, malheureusement la phrase ne revient pas, il dit c'était l'heure où les machinistes vont boire. Oui. Et donc on est vraiment directement. Or la référence à Victor Hugo, elle est importante, d'abord par rapport à la figure de Quasimodo, parce que la cathédrale que met en scène Gaston Leroux, c'est l'opéra ici. Ouais. Et c'est aussi une cathédrale dont on découvre la partie cachée. Quand Victor Hugo disait la cathédrale est le grand livre du Moyen-Âge, finalement, ce que laisse entendre Gaston Leroux, c'est que l'opéra est le grand livre du 19e siècle et du début du 20e siècle. Disons d'avant la guerre de 14 qu'il ne connaît pas encore. C'est intéressant, parce que il le dit en 1910, c'est-à-dire au moment où un nouveau système spectaculaire qui va s'imposer comme le grand opéra du 20e siècle est apparu et est en train de devenir le grand spectacle narratif. Il est en train de se transformer. L'année suivante, on a Fantomas, par exemple. C'est le cinéma. Voilà, c'est le cinéma. Et Gaston Leroux n'a pas encore probablement perçu ce qu'allait être le cinéma, alors que, il faut le rappeler, Gaston Leroux va être un des grands acteurs de l'histoire du cinéma, puisqu'il fonde la Société des Ciné-Romans, il il scénarise un certain nombre de grands films. De grands films à épisodes, oui. Et donc, ça va être un acteur. Donc, il doit probablement être en train de percevoir ça, mais en attendant, son imaginaire est celui de l'opéra. Et puis, alors, plus on descend dans les sous-sols, dans une spatialité qui rappelle Victor Hugo, mais qui rappelle plus largement toute la littérature feuilletonesque du 19e siècle, pensons au Mystère de Paris de Gensu, plus on descend dans les sous-sols, plus ça devient fantastique, avec, dans les plus profonds sous-sols, un lac sous l'Opéra de Paris, où le fantôme a ses quartiers. Et je signale que ce lac existe. Oui. C'est-à-dire que ce lac n'est pas une légende, il existe. Alors, il avait été mis en place parce que, pour des questions de stabilité, c'est-à-dire que, étant donné les vibrations, etc., au moment où on a fabriqué, l'eau permettait d'amortir, semble-t-il. Et donc, il existe. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que cet espace fantasmatique est fondé sur quelque chose de réel, avec aussi des strates qui sont des strates historique et politique, puisque le fantôme de l'opéra a pris ses quartiers dans un espace où étaient enfermés aussi les prisonniers lors de la Commune. Et ils en parlent justement, ils parlent d'un cadavre qu'on aurait retrouvé. D'ailleurs, l'ouverture fait penser un peu au Dracula de Bram Stoker en disant c'est la vérité que je vous transmets, un peu, on sent une petite influence. Alors, on dit on a retrouvé un cadavre, on dit non c'est un communard, non c'est la réalité, en fait c'est le fantôme de l'opéra. Alors c'est pas tant, selon moi, Bram Stoker que le modèle journalistique, qui en fait est aussi celui auquel a recours Bram Stoker. Mais il ne faut pas oublier que Gaston Leroux
est un journaliste et un reporter à l'origine. Et donc, sa façon de présenter l'opéra, elle retrouve aussi toute une série de stratégies journalistiques qui sont très importantes parce que ça repose sur un jeu entre des effets de réel très forts. C'est-à-dire, je vais vous montrer la réalité cachée de l'opéra et du fantastique, du romanesque, du mélodrame. C'est-à-dire qu'on voit à la fois l'arrière-plan de l'opéra, le travail, les gens qui circulent, les machinistes, Il y a des jeux documentarisants, en fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a un effet documentaire, et en même temps, ce monde qui est mis en scène, c'est le monde qu'il y a dans les pièces de l'opéra les plus fantastiques, en particulier les contes d'Hoffmann, qui est l'un des grands modèles, et puis le Faust de Gounod, parce que le Faust de Gounod, c'est-à-dire le pacte avec le diable, c'est pas pour rien, c'est la grande œuvre d'opéra de l'époque de Gaston Leroux. Donc on est à la fois dans le réel et à la fois dans le fantastique. Et ça évoque ce qui allait faire un siècle plus tard, ce qu'on a appelé le found footage dans le cinéma, c'est-à-dire que quelque part ça s'apparente à ça, avec l'arrivée du numérique et de tout le monde qui peut filmer. Vous savez, c'est vrai faux documentaire où on inclut du fantastique. En fait, on a pris ça pour quelque chose de nouveau, mais en fait c'était très ancien. En fait, juste une petite remarque, cette technique, elle est même plus ancienne encore, parce qu'en réalité, on considère que c'est par cette technique que le roman moderne, c'est-à-dire le roman du début du XVIIIe siècle, va s'imposer comme forme réaliste, c'est-à-dire le moment où on dit « ceci est vrai, le manuscrit trouvé », etc. Mais bon, on s'éloigne du fantôme de l'opéra. On va revenir au cinéma, justement, et on en a parlé tout à l'heure du serial, parce que le fantôme de l'opéra, donc, ça arrive à la toute fin du XIXe, au début du XXe siècle, quand le cinéma arrive, et c'est concomitant à l'explosion aussi des serials. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Est-ce que les premières adaptations du fantôme de l'opéra sont des serials? Est-ce que ça a été impacté par cela? Puisque c'est un serial à la base. Alors, littéraire. C'est vrai qu'il y a cette culture du roman feuilleton va nourrir l'invention du film à épisode. Le premier grand film à épisode un peu structuré, on peut considérer que c'est le Fantomas qui va apparaître. Alors, le roman Fantomas 1911, le film 1913 par Louis Feuillade. Auparavant, il y en a déjà un petit peu chez des gens comme Jacet, avec Zygomar ou Nick Carter, je crois, est à épisode aussi. Enfin, quelques films comme ça qui sont déjà des films, mais très courts à épisode. Alors, le fantôme de l'opéra va influencer le film à épisode et le serial. Est-ce qu'il va l'influencer directement? C'est difficile à dire, mais en tout cas, le feuilleton va influencer les structures du film à épisode. Néanmoins, le premier fantôme de l'opéra, le premier grand fantôme de l'opéra, c'est beaucoup plus tard, c'est plutôt vers la fin du muet, à un moment où le serial va continuer jusqu'aux années 50, mais le grand moment du serial est antérieur, à la fin du muet, en 1925, avec un film de Rupert Julian, le grand fantôme de l'opéra de Rupert Julian, qui est un film absolument magnifique, qui est un film où va s'exprimer un des acteurs les plus extraordinaires, et on va retrouver Victor Hugo, Lon Chaney. Alors pourquoi on retrouve Victor Hugo? Parce que Lon Chaney a joué Quasimodo, donc c'est un lien qui va se retrouver. Voilà. Et Lon Chaney, c'est l'homme aux mille visages, c'est vraiment l'acteur qui joue les monstres. C'est vraiment l'acteur des monstres, et là, c'est un rôle pour Lon Chaney. Ça, c'est le premier élément important, c'est-à-dire que c'est un vrai rôle pour Lon Chaney. Le deuxième élément important, c'est que, pour moi, il est fondamental que ce grand film, ce très grand film, qu'est le fantôme de l'opéra de Rupert Julian, soit un film qui parle de l'opéra pour parler du cinéma. Et il y a un élément, à mon avis, qui le montre, qui est un élément qui a marqué un très très grand nombre de réalisateurs de films, un très très grand nombre, à la fois du Nouvel Hollywood, mais aussi, semble-t-il, Dario Argento et d'autres, on y reviendra probablement, c'est qu'il y a, dans ce film de 1925, une des premières exploitations fortes de la technique du Technicolor. C'est bien avant l'histoire du Technicolor, une des premières expériences, dans une scène absolument magnifique, qui est une scène de bal masqué,
qui reprend Gaston Leroux, où le fantôme de l'opéra descend le grand escalier, reconstitué en studio le grand escalier de l'Opéra Garnier, dans une scène entièrement en couleur, qui imite de façon somptueuse les grandes fêtes des années folles. Ce qui était très exceptionnel à l'époque, la couleur. Il y a eu Eisenstein a fait ça par la suite avec son Ivan le Terrible. Dans la deuxième partie, l'enfer qu'est la cour d'Ivan le Terrible est représenté en couleur. Et donc, à l'époque, c'était vraiment un spectacle grandiose que de voir la couleur. Alors, il y a même des films en couleur bien avant, mais ils étaient colorés à la main, très souvent. Là, c'est pas ça dont on parle. C'est vraiment l'usage de la Technicolor. Et je vous recommande de revoir ce film, si vous ne l'avez pas vu. C'est absolument éblouissant. C'est pas éblouissant que pour ça, c'est éblouissant aussi pour le traitement que cela fait de l'opéra et ce que ça dit du cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est un film de 1925 qui, honnêtement, dans sa manière d'être filmé, reste encore du film muet assez classique, au sens où il y a très peu de mouvements de caméra. C'est des scènes successives. En tableau. En tableau, exactement comme était à l'origine le muet. Et en fait, en 1925, ça s'est déjà transformé. Donc c'est une référence consciente, justement, au muet d'avant. Pour moi, en tout cas, c'est soit une référence consciente au muet, soit une théâtralisation. Consciente, là aussi, de la chose. Ou inconsciente, ou consciente. En tout cas, une théâtralisation d'un espace qui parle du théâtre. Et ça, pour moi, c'est très important. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que vous avez des scènes d'opéra, donc, qui valent ce qu'elles valent, mais il y a la descente vers l'antre du fantôme de l'opéra. Et alors, vous avez une série de tableaux qui sont composés comme des tableaux, qui sont absolument magnifiques, qui sont des scènes où tout à la fois, on voit des scènes de théâtre, et en même temps, ça dépasse le théâtre, puisque les scènes se succèdent à très grandes. Et ça dit la supériorité du théâtre, ou du cinéma sur le théâtre, ou ça dit peut-être que le cinéma est devenu l'équivalent de l'opéra. Et vraiment... Ou découle logiquement de l'aspect grandiose de l'opéra. C'est tout à fait exact. Il y a une forme de méta-réflexivité, enfin d'auto-réflexivité qui pousse justement à réfléchir le médium cinématographique déjà en 1925. Oui, alors c'est une réflexion qui est paradoxale parce qu'encore une fois, c'est pas, on n'est pas dans du cinéma expérimental, on est dans un cinéma qui, en tout cas, dans cette série de scènes, repose vraiment sur des cadrages qui sont très classiques et qui sont très picturaux. Et cette manière de concevoir le cinéma en 1925, c'est déjà une manière très classique. Mais pour moi, c'est très intéressant, étant donné le sujet et étant donné ce que ça dit du cinéma qui permet d'aller de l'autre côté. Derrière le décor, de montrer l'arrière, de descendre et de basculer progressivement dans quelque chose que le théâtre ou l'opéra ne pourront jamais offrir. Et d'ailleurs, une des particularités du cinéma, c'est qu'il offre l'opportunité de voir justement des visions qui sont décrites dans le roman, d'une façon documentaire, mais là, il y a une manière justement de le porter à l'œil du spectateur, de prendre le relais véritablement de l'écriture, comme ça n'avait jamais été fait avant, en fait. À cet égard, il y a une autre scène qui est très intéressante, c'est celle du moment où les personnages se retrouvent, et c'est une scène qui reprend Gaston Leroux, se retrouve dans la salle des tortures, une salle des tortures qui en fait ressemble très fort à, et Gaston Leroux lui-même le laisse entendre, ressemble très fort à ce qu'on trouve au musée Grévin, vous savez, le musée des illusions avec des miroirs. C'est ça, c'est tout entouré de miroirs avec un arbre piquant. Voilà, pour se suicider, où les gens finissent par se suicider. C'est présent je vais essayer de le trouver, c'est très présent dans le livre à un moment, je vais l'afficher. Vers la fin. Oui. Alors, où est-ce qu'il est ? Là. Voilà. Voici comme il le représente. Et alors, c'est très intéressant dans le film parce que là, il reprend ce procédé, mais cette fois-ci en utilisant vraiment un système cinématographique, c'est-à-dire un système extrêmement rapide d'images qui ressemble en effet, alors là, davantage à des procédés comme les procédés des avant-gardes russes. Montage, oui. Voilà, un montage très très rapide, où là, on voit aussi qu'il y a des expériences. Ce qui est étrange, donc, c'est un film classique avec des fulgurances. Il y a une autre scène très belle, c'est justement quand ils descendent dans les sous-sols, on est dans ces scènes, ces tableaux, et d'un seul coup, apparaît au milieu d'une image nocturne, les personnages avancent, un visage en couleur, qui est très étonnant aussi dans le traitement, dans une image en noir et blanc. Et là, je pense que le traitement a été un traitement d'image peinte, parce que je ne vois pas comment on peut faire... Donc, il y a plusieurs techniques qui ont été mélangées, de colorisation. Donc, c'est vraiment un film très intéressant. Et alors, le dernier point intéressant pour ce film, selon moi, c'est la manière dont les acteurs jouent et comment le jeu des acteurs entre dans le cadre des scènes fixes, c'est-à-dire qu'ils jouent de façon mélodramatique, avec un jeu de mélodrame, et que
du même coup, ce jeu de mélodrame retrouve sa cohérence, retrouve sa modernité. Parce qu'il est justement dans le cadre de l'opéra Exactement. adapté. Justement. Exactement. Et dans un univers justement fait de fantasmatique, si je puis dire, ça devient logique. Exactement. C'est vraiment un film très intéressant, c'est un très très beau film. Et alors, un film qui retrouve le paradoxe du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Je disais, Gaston Leroux fait de l'opéra le plus grand mode d'expression de son époque au moment où le cinéma arrive. Le fantôme de l'opéra, The Phantom of the Opera de 1925, fait du cinéma muet le plus grand en 1925. Alors que le cinéma parlant va arriver. Et le cinéma parlant pourra exprimer l'opéra d'une façon radicalement différente. Donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, et donc là, si on pouvait parler de manière générale de l'adaptation des fantômes de l'opéra au cours de l'histoire du cinéma, il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Oui, alors il y en a eu un nombre considérable. Il y en a eu un nombre considérable. L'un des pays qui a le moins adapté le fantôme de l'opéra, c'est la France. Très bizarrement, en France, pour tout le monde en France, la plus grande œuvre de Gaston Leroux, c'est le mystère de la Chambre jaune, mais pour tous les autres pays du monde, c'est le fantôme de l'opéra. Alors, c'est aussi grâce à la très grande comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, dont il faudra probablement parler, parce que c'est vraiment quelque chose de très important aussi, mais pas seulement. Par exemple, en Chine, il y a des adaptations du fantôme de l'opéra dès les années 30, 1937 de mémoire, il y en a eu plusieurs. C'est vraiment international, le fantôme de l'opéra. Ah oui, c'est international, mais pourquoi? Parce que c'est une œuvre métapoétique, c'est-à-dire c'est une œuvre qui parle de l'art spectaculaire. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Timothée Picard, le grand spécialiste de l'opéra, qui dit c'est la plus grande œuvre sur l'opéra. Alors que c'est un roman feuilleton, ce qui est déjà intéressant. Mais c'est probablement, par-delà l'opéra, la plus grande œuvre sur ce qu'est le plaisir total de l'art spectaculaire. Parce que, il faut le dire, quelles que soient les qualités immenses du cinéma, l'opéra, c'est quelque chose, c'est vraiment le spectacle total. Parce que c'est concret, c'est réel, parce que techniquement, c'est du spectaculaire sur scène. Oui. Donc les gigantesques décors, les chants, la voix qui est quand même inouïe. On pense aux chanteuses d'opéra, évidemment. Et puis le fantasme du somptueux. L'opéra, c'est aussi quelque chose, c'est la bourgeoisie, c'est le luxe. C'est la bourgeoisie aristocratique qui est devenue une nouvelle aristocratie. Voilà, aussi, c'est la bourgeoisie qui se fantasme aristocratique au 19e siècle. Voilà, au 18e siècle, c'est l'aristocratie, au 19e siècle, c'est la bourgeoisie. Il y a quelque chose de mégalomaniaque presque dans l'opéra, mais où il y a une perte de tout, enfin, comment dire, de rationalité presque, on devient fou à l'opéra. Et c'est très juste de dire qu'il y a quelque chose de mégalomaniaque parce que je pense que c'est cette démesure qui va être exploitée dans beaucoup des adaptations du fantôme de l'opéra. C'est déjà vrai en 1925, ça va être vrai de façon très différente en 1943 avec le fantôme de l'opéra de Lubin, qui est aussi un très beau fantôme de l'opéra, complètement différent. Parce que le fantôme de l'opéra, c'est quand même un grand mélodrame horrifique. Oui. C'est vraiment un grand mélodrame horrifique. Or, celui de Lubin, c'est pas du tout horrifique. Enfin, c'est un tout petit peu horrifique. Mais c'est pas ça qui va être recherché. C'est autre chose. C'est à nouveau l'exploitation de la technicolor, du technicolor comme source, de beauté, de beauté spectaculaire. Oui, c'est ça. Et puis 1943, c'est un grand moment de la comédie musicale. Et donc ça va être aussi l'idée que Hollywood est devenu le nouveau lieu de l'opéra. C'est-à-dire que les comédies musicales, les grands spectacles en costume hollywoodiens... Comme Autant en emporte le vent, ou les très très grandes productions dont on avait parlé dernièrement, oui. Voilà, absolument, c'est désormais Hollywood qui est le centre, exactement comme Paris, comme le disait Walter Benjamin, Paris, capitale du 19e siècle, on peut dire... Hollywood, capitale culturelle. Et est-ce qu'on peut dire qu'après-guerre, ce qui est intéressant, il me semble, quand on reprend certains codes opératiques, comme Francis Ford Coppola le fait pour Apocalypse Now, ou Dario Argento le fait pour Suspiria, quelque part, les individus se réapproprient justement le délire de l'opéra, cette espèce de délire pour retranscrire une intimité, justement. On confronte l'intimité, le caractère intime, ce sont des cinéastes qui parlent beaucoup de l'intime, mais au travers de figures dantesques de l'opéra. Il y a une espèce de délire entre le grandiose de l'opéra et l'intimité de ces films. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Oui, je vois bien. Apocalypse Now, je dirais que c'est plutôt l'opéra wagnérien avec une démesure qui exprime aussi la folie de la guerre. Voilà, on parle de là. Mais après, il y a une mise en rapport entre les soldats, justement, l'individualité des soldats qui sont pris là-dedans, qui deviennent fous, en fait, avec ça. Ouais. Mais par rapport à Suspiria,
Par exemple, dans Argento, on retrouve les codes couleurs, notamment. On en parlait tout à l'heure le giallo, de manière générale, le cinéma italien, qui était un cinéma qui est à rapprocher justement avec les romans feuilletons de la fin du 19e siècle, début du 20e, mais portés à l'écran. Quelque part, ça reprend les codes couleurs, l'espèce de spectacularisation d'événements parfois sordides, qui contiennent en leur sein, d'ailleurs, une forme c'est horrible, mais pas trop, parce que justement, c'est spectaculaire. Donc, on sent aussi une filiation avec l'opéra, quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y a une théâtralité, en tout cas, et c'est la lignée Bava, Mario Bava Argento. aussi. Et puis, on faut rappeler quand même qu'Argento a fait un fantôme de l'opéra. On en dira peut-être un mot. Allez-y, n'hésitez pas. Oui. D'accord, dès à présent. Donc, il a fait un fantôme de l'opéra qui repose sur des principes très, très différents. Hein. Alors, c'est pas un des plus grands, selon moi, c'est pas un des plus grands Argento. On est après les grands Argento, justement, très graphiques. Suspiria et la fameuse trilogie, enfin tous les giallo qu'il a fait. Voilà, là on est dans un Argento, en plus on est dans cette époque où le cinéma de genre surexploite les effets le travail sur l'image, sur la qualité de l'image, c'est très retravaillé et ça donne des choses très... Il y a des scènes qui ont vraiment vieilli dans ce film. Parce qu'on cherche trop on cherche trop le spectaculaire pour le spectaculaire et ça a moins de sens peut-être avec la mise en scène, avec le cœur de l'histoire. C'est un avis personnel. Je pense qu'on ne peut pas généraliser. J'accepterais très bien que quelqu'un me dise c'est un des plus beaux Argento. Hein, j'ai pas de. Mais mon avis, c'est que c'est ce moment où l'image est très retravaillée de manière numérique pour donner un aspect luxueux à l'image, et ces procédés, avec les progrès qu'on a fait sur le travail sur l'image, ces procédés sont des procédés qui ont vieilli avec des effets de flou, des effets de contraste et des effets de travail sur la colorisation de l'image qui sont aujourd'hui très datés. En fait, on sent un artifice de l'artifice quelque part. Voilà. Il y a une scène en particulier de rêverie du fantôme lorsqu'il est sur le toit de l'opéra. Il y a une scène de rêverie du fantôme lorsqu'il est sur le toit de l'opéra qui a beaucoup vieilli, qui ressemble à un clip de musique goth des années 80. Voilà, des années 90. Donc ça, c'est des choses. Bon, c'est pas très grave. Par ailleurs, la vraie question, c'est que nous dit Dario Argento quand il reprend le fantôme de l'opéra. Mais peut-être que pour le comprendre, il faut prendre des étapes. Il faut revenir parce que je pense en arrière. Alors. Je pense que c'est important de suivre la temporalité parce que chaque fantôme de l'opéra apporte un sédiment. Qui va jouer son rôle dans les interprétations successives. C'est-à-dire que Gaston Leroux, c'est une étape. Le fantôme de l'opéra de 1925, c'est une étape. Celui de 43 est une étape, etc. Pourquoi, par exemple, celui de 43 est une étape ? Parce que c'est le premier qui va mettre l'accent sur la figure de l'artiste. Faire du fantôme de l'opéra une figure de l'artiste, puisque c'est un artiste qui se fait voler son œuvre. Oui. Et alors, ce fantôme de l'opéra, c'est une comédie. Christine est une coquette. Elle, le fantôme n'est pas vraiment amoureux d'elle. En fait, à l'origine, il aurait même dû être son père. Ils y ont renoncé, ce qui donne d'ailleurs une ambiguïté à l'ensemble, parce qu'on entend encore une relation comme ça un peu étrange, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi. Simplement parce qu'ils ont retravaillé le scénario un peu tardivement, et je pense qu'ils ont laissé des traces. C'est assez amusant. Et puis, c'est vraiment une comédie. Alors, il y a un peu d'effet horrifique, mais franchement, c'est une comédie. Et en plus, pour l'époque, c'est en 43, donc on a besoin de comédie à cette époque. Oui. On est en pleine guerre, Absolument. Donc on a besoin de se changer les esprits. Mais c'est quand même intéressant d'inclure quelque part le questionnement de la place de l'artiste là-dedans. Justement. Voilà, parce que c'est un artiste qui s'est fait voler son œuvre, et donc c'est un récit de vengeance, d'injustice. Et alors, cet aspect-là va revenir de manière de plus en plus centrale. Dans le premier fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, en fait, il crée une œuvre, mais c'était pas la question. Il s'était pas fait voler, il s'était pas fait voler son œuvre. C'est un génie. Voilà, c'est un génie. C'est un génie, de l'architecture notamment. Voilà. Pas que. À la base, c'est un magicien. Enfin, magicien. Non, c'est un freak.
D'ailleurs, on pourra parler de ça parce que Oui, absolument, c'est très important. L'idée des frics, c'est quelqu'un d'horriblement laid de naissance, donc il est fortement sous-estimé. Donc il finit dans un cirque, il se fait remarquer parce qu'en fait c'est un génie. Il se met à travailler en Perse, comme conseiller d'une princesse, d'un chat ou d'une princesse extrêmement cruelle qui tue des gens pour elle, etc. On est vraiment dans le fantasme il conçoit un palais, mais on veut le tuer pour qu'il garde ce secret. Mais il s'est fait un ami, il s'enfuit. C'est là où il finit par collaborer justement à la construction de l'opéra. Oui, justement, et c'est là où encore on voit bien ce raccord entre la réalité et le fantasme, la fantasmagorie, qui est assez formidable. Et c'est là en fait où on voit le côté artistique au niveau de l'architecture, de son génie, mais il n'est pas question de je suis un artiste, ou même quand il s'agit de faire de Dai, une artiste, c'est parce qu'il l'aime, c'est pas le cœur effectivement du roman. Oui, enfin c'est un peu compliqué parce qu'il l'aime aussi, parce qu'il aime sa voix. C'est quelque chose d'ailleurs de très intéressant, cette idée de tomber amoureux d'une voix elle-même et séduite par lui. Au début, il n'est qu'une voix. Sans le voir. Voilà, il y a tout un ensemble de choses autour de la voix. D'ailleurs, c'est intéressant aussi que Universal a choisi en 1925 d'adapter ce récit de la voix, quand même, de l'opéra, de voix qu'on entend, pour faire un film muet. Bon. Alors pour revenir aux monstres, on a présenté le fantôme de l'opéra comme un des grands monstres Universal, vous savez, cette série de monstres Universal, mais très, très précoce. D'ailleurs, c'était la mode aussi à une certaine époque, je pense à Freaks, le film Freaks, où justement on parlait de ces monstres, de ces personnages dont il y avait quelque chose de très voyeuriste justement à les observer. Mais pour revenir à 1943, où on voit que justement on questionne l'identité de l'artiste au travers le fait qu'on dépossède un artiste de son œuvre, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle justement avec le fait que quelque part adapter le fantôme de l'opéra à l'écran, c'est aussi déposséder Gaston Leroux de son œuvre quelque part? Alors moi j'ai jamais pensé que le procédé d'adaptation était un procédé de dépossession. J'ai toujours pensé que le système de l'adaptation était un système de réinvention et qu'il fallait penser l'adaptation non pas en termes de fidélité, mais en termes d'appropriation et de transformation. Je pense vraiment que les meilleures adaptations sont très éloignées de l'œuvre originale. Les adaptations fidèles sont souvent médiocres. Et en revanche, la question qu'il faut toujours se poser dans le cadre de l'adaptation, c'est pourquoi on adapte et qu'est-ce qu'on veut raconter à partir de l'adaptation. Et ce qu'on veut raconter, c'est souvent très différent, ou en tout cas, c'est souvent une réinvention de ce que voulait inventer l'auteur premier. Et ça témoigne de son époque, comme en 1943, justement. On parle justement, on veut se distraire, mais il y a quand même une notion réflexive dedans, c'est-à-dire c'est pas juste de la distraction bête et méchante. Oui, de toute façon, Hollywood est très fort pour parler du cinéma en faisant de l'industrie culturelle. Hollywood, c'est la grande industrie culturelle réflexive, dans le fond. Ouais. Alors, le suivant est très intéressant parce qu'il est influencé à la fois de celui de 1925 et de celui de 1943, c'est celui de la Hammer. Terror haunts these dusty corridors. Murder waits its call in the dressing rooms. And on cue, death makes his entrance. Et celui de la Hammer, de Terence Fisher, donc le grand Terence Fisher qui est la figure de la Hammer. Alors il faut rappeler ce que c'est d'un mot que la Hammer. La Hammer, c'est le grand studio britannique de films fantastiques, voilà. Au moment du Fantôme de l'Opéra, c'est pas encore les grands films d'horreur que seront les films de la Hammer. C'est un moment de transition, le Fantôme de l'Opéra, dans l'histoire de la Hammer. Parce qu'aussi, je tiens à préciser que la Hammer aujourd'hui, on s'en souvient parce que c'est très sanguinolent. Voilà. En fait, c'est extrêmement brutal, très très violent. On sent qu'on est on est vraiment un autre monde de ce qu'était le film d'horreur avec la Hammer, quoi. Absolument. Alors, le Fantôme de l'Opéra de la Hammer, il est entre celui de 1925 pour l'horreur, parce qu'il y a une dimension horrifique dans celui de 1925. Vraiment, le visage de Lon Chaney, quand il apparaît,
il était saisissant. Et à l'époque, il faut bien comprendre que ça a choqué le public. C'était vraiment quelque chose de très fort. C'était quelque chose qui rappelait le Grand Guignol dans ce moment-là. Bon. Donc, ils ont été chercher de ce côté-là. Ils ont été chercher du côté de 1943 pour, d'une part, selon moi, le grand créateur, le créateur trahi, le récit du créateur trahi, cette dimension, et aussi pour le film en costume. Parce que la Hammer, ça n'est pas seulement du cinéma d'horreur, c'est du cinéma d'horreur rattaché à un fantastique du 19e siècle, c'est-à-dire un fantastique historique en costume, généralement. Oui. Et, enfin, pas toujours, hein, mais généralement. Et cette identité forte de la Hammer, qui va être marginalisée par le giallo italien, qui lui va réactualiser l'horreur. Il va le retransformer encore et lui donner des nouveaux codes dans le cinéma. Absolument. Eh bien, ce style de la Hammer, c'est aussi un style qui va aller chercher du côté de figures du 19e siècle, Dracula, bien sûr, mais aussi toutes les figures du fantastique du 19e siècle, Edgar Poe, bien sûr, etc. Et d'ailleurs, le Dracula de Coppola s'inspire en partie du Dracula de la Hammer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire du Dracula sans se référer à... La Hammer a quand même joué de manière générale, les films de monstres ou les films horrifiques... C'est une pièce de monnaie qui est tombée. Une pièce de monnaie qui est tombée. Je sais pas d'où ça vient. De manière générale, le film horrifique, c'est dur de ne pas faire référence ou d'avoir comme point de référence la Hammer avec ce qu'ils ont fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, voilà ce film de la Hammer. Et de la même façon, on peut se demander, toujours la même question, c'est toujours cette question qu'il faut se poser, pourquoi la Hammer va chercher ce film ? Il y a une première chose qu'il faut dire, c'est que, à l'origine, dans ce film de la Hammer, il a été permis semble-t-il, par la volonté de Cary Grant de jouer dans un film de la Hammer. Cary Grant avait été séduit par les productions de la Hammer et il avait été question qu'il y participe. Et c'est pourquoi la Hammer a pu faire ce film qui est un film très ambitieux pour la Hammer. Quand on voit les moyens... les décors, les costumes... la Hammer, généralement, c'est quand même beaucoup plus économique. Et plus on va avancer dans le temps, plus ça sera économique. Un escalier, un château, c'est... Bon. Là, c'est autre chose. Et donc, on va retrouver le spectaculaire, magnifique de 43, le côté film en costume, et puis on va retrouver le côté gothique, en fait. Oui. Le côté gothique. Les souterrains, les sous-sols, les caves, les femmes enfermées, les femmes prisonnières. Et ça, on s'en rend très bien compte quand on aborde le personnage de Christine, avec cette comédienne qui ne ressemble pas aux actrices de la Hammer. Ouais. Les actrices de la Hammer, généralement, c'est des créatures sublimes qui sont torturées et qui sont destinées à ça. Elle ressemble à une actrice de comédie musicale. Donc elle ressemble à une actrice de 43, mais elle est traitée par ce fantôme un peu comme ça. Même si, et là aussi c'est une spécificité, la relation du fantôme à cette Hammer Girl, cette femme de la Hammer, qui n'en est pas une justement, n'est pas non plus la même relation un peu sadienne des personnages de la Hammer à leurs victimes, des monstres de la Hammer à leurs victimes, puisque là, c'est aussi une relation de sublimation. Encore une fois, avec en fait, une des sources, parce qu'il faut parler des sources mythiques qu'on retrouve à chaque fois. Oui. Une source mythique fondamentale, c'est évidemment Hadès et Perséphone, c'est-à-dire la descente aux enfers de la femme qui représente la vie. Il y a d'ailleurs une barque à un moment où il faut franchir le Styx. Voilà, bien sûr, c'est ça. Mais absolument. Et lui, c'est Hadès. Et elle est emmenée. Ouais. Donc ça, c'est une figure fondamentale. Évidemment, Pygmalion et Galatée. Il crée Christine. C'est lui qui l'a fait. Et ça, dans chacune des œuvres. Il tombe amoureux, en fait, de sa propre création. Exactement, comme Pygmalion tombe amoureux de Galatée. Donc c'est intéressant. C'est évidemment la figure du monstre, en effet, vous l'avez dit. Et donc, il y a toute une série de figures mythiques. Et ces figures vont sur... Et puis, bien sûr, Faust. Le pacte faustien. Pacte avec le diable. Voilà. Je ne sais plus s'il y a un pacte signé d'ailleurs dans le Non, roman. Il y en a un dans une autre adaptation. D'accord. Mais n'allons pas trop vite, évidemment. Pardon, désolé. Dans celle de Brian De Palma. Mais après, on va y venir à celle-là. Mais d'abord... Et donc, on voit bien comment, pour la Hammer, il y a un enjeu dans le fantôme de l'opéra, c'est l'enjeu de définir, finalement, la qualité de la Hammer, l'œuvre de la Hammer. Et la Hammer, ça va être ces éléments que le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux va incarner et que les sédiments de 1925 et de 1943 exprimeront, révéleront, c'est-à-dire
le roman feuilleton du 19e siècle, même si encore une fois Gaston Leroux c'est 1910, mais il parle c'est un héritier de ce roman feuilleton. Oui, et puis il situe son intrigue au 19e siècle. Ça, le mélodrame et le gothique, 1925, le gothique de 1925, et les films de monstres et le gothique de 1925, et puis l'opéra. L'opéra, les costumes, etc., qui sont une des dimensions de la Hammer. Alors, si on avance... On tombe forcément sur Brian De Palma. Alors, une modernisation radicale. Évidemment. Le Phantom of Paradise, c'est une modernisation radicale qui est passionnante, évidemment. C'est une de celles dont on se souvient actuellement le plus. Oui, Brian De Palma, c'est Brian De Palma, donc c'est vraiment... Aussi, c'est pour ça. Et puis, il en fait quelque chose de passionnant. Il en fait un opéra rock, vraiment. 20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story. What was that? A beautiful love story. C'est Tommy, non, qui était sorti le premier opéra rock. Oui, je voilà. ne sais plus si c'est contemporain ou si c'est avant, d'ailleurs. Il me semble que c'est antérieur, mais je n'ai pas les dates en tête. Donc Tommy, c'est une adaptation des Who par un grand auteur où, quand on voit le film, on sent qu'il y a une vraie énergie dedans aussi. Oui. À voir. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que ce que veut décrire Brian De Palma, c'est tout à la fois la relation du créateur à son producteur. Et donc, à une époque où on est dans une pleine époque d'émancipation du nouvel Hollywood par rapport au modèle du cinéma de producteur vers un modèle de cinéma de réalisateur. Il y a l'espoir en tout cas que... C'est pas neutre de faire un méchant producteur et de faire que le fantôme de l'opéra, donc reprenant le sédiment 43-62, reprenant le sédiment du film de Lubin et du film de Terence Fisher, c'est-à-dire le créateur à qui on a volé son œuvre, puisque c'est aussi dans le film de la Hammer. Là, c'est vraiment l'histoire d'un artiste rock qui se fait voler son œuvre par un producteur. Et par un producteur qui est un producteur créateur. Donc vraiment le modèle du Hollywood traditionnel. Donc il y a le sous-texte du cinéma. Et puis, il y a aussi la description de la culture rock de l'époque, de l'explosion du rock. Et ça, c'est absolument génial, parce que le film commence par une scène... Alors, il dit que c'est le retour du nostalgique, mais c'est quand même du rock'n'roll. Ça commence par le rock'n'roll. Immédiatement après, on voit du surf, de la musique surf, c'est-à-dire les années 60. On avance, on a le glam, on a le folk, on a les groupes de chanteuses, la musique façon soul, façon Motown, et on arrive au glam rock à la fin avec un chanteur de hard rock. Autrement dit, on a une histoire du rock'n'roll dans ce film. Voilà, vraiment une sorte de scène successive qui propose une histoire du rock'n'roll. Et... à cet égard, il y a aussi comme ça une histoire du rock'n'roll et vraiment, pour le coup, l'affirmation d'une réalité de la culture rock avec la drogue, toute la mythologie du rock, le sexe, la drogue, le rock'n'roll, la rébellion de l'artiste, les producteurs sans scrupules, les groupies, etc. And the Phantom. Et donc, le fantôme de l'opéra va glisser, si vous voulez, de la figure de Pygmalion et Galatée vers la figure faustienne. Le pacte avec le producteur, c'est un pacte faustien de l'artiste avec le diable. Et c'est toute l'histoire. C'est intéressant quand même, c'est quand même le fantôme de l'opéra, mais c'est aussi le Faust. Et rappelons-nous que chez Gaston Leroux, l'opéra qui est joué, c'est le Faust de Gounod. Donc le Faust, il est toujours là. D'ailleurs, Faust, c'est aussi un personnage mythologique du cinéma par le biais de Murnau, justement, où c'est le grand film, il n'a pas fait qu'un, mais un des plus grands films de Murnau, c'est justement son Faust, où il y a cette fameuse signature, et ce Faust qui a été inspiré justement d'une manière, dans les décors, dans la gestion de l'espace de l'opéra là aussi. Bien sûr, cet opéra de Gounod qui est ressaisi là. Et alors, ce que fait par ailleurs Brian De Palma, c'est qu'il modernise brutalement non seulement le fantôme de l'opéra, mais
mais le cinéma, il y a un côté, comme le fait Brian De Palma, c'est-à-dire de façon exagérée, de façon... Il met à fond, il met les potards à fond pour s'en prendre plein les yeux. Peut-être un peu racoleuse, comme on lui a souvent reproché. Mais alors, là où c'est intéressant... Hyper Hitchcockien. Oui. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, comme il parle du glam, comme la culture qu'il met en scène et la culture du glam rock, ça prend son sens aussi parce que c'est un film camp. C'est-à-dire c'est un film de l'ambiguïté sexuelle, de la culture camp, des cultures... Le camp, c'est un cinéma... alors je vais vulgariser ça du mauvais goût, entre guillemets. Il y a ce fameux film qui était sorti... Pour préciser, c'est quand même important de bien définir le camp. Oui. Le camp a vraiment été bien défini par Susan Sontag. En fait, le camp... C'est pas tout à fait le mauvais goût. Non, c'est une mauvaise réputation. C'est vrai, je me corrige, c'est une mauvaise réputation qu'on lui a fait. Mais allez-y, oui. En fait, le camp, c'est plutôt plus proche de ce qu'on a appelé le kitsch, mais ce qui est très important, c'est de comprendre que le camp, c'est une culture d'un kitsch qui renvoie à une équivocité et qui renvoie en particulier, tout particulièrement, à la manière de rendre ambigu des objets de la culture qui correspondaient au vocabulaire de la culture homosexuelle. Spécifiquement homosexuelle. Ah oui, enfin, pas spécifiquement, mais ça a été défini par Susan Sontag et par la suite comme l'un des modes d'expression de la culture homosexuelle. Pourquoi ? Parce que la culture homosexuelle est restée jusqu'aux années 80 une culture largement souterraine, et que pour pouvoir exprimer en quelque sorte sa spécificité, sa mise en cause de la culture dominante, on passait par une sorte de transformation des codes dominants en les affectant des faits, en sous-entendu, mais bien visible, en fait. Voilà, et d'ambigu, en fait, elle rend ambigu des éléments qui ne sont pas supposés l'être. Justement. Et donc, elle rend un western camp sera un western dans lequel il y aura une ambiguïté dans les relations entre les personnages masculins, ou alors des costumes qui seront exagérés, des formes d'exagération, d'ambiguïté. Voilà, exactement. Et donc, dans les années 70, le rock'n'roll va adopter de manière contre-culturelle une esthétique camp. Ça va être David Bowie. Oui, j'allais en parler. Ça va être Roxy Music, des groupes comme ça. Et on se souvient que dans Phantom of Paradise, il va y avoir des groupes qui vont être cités de manière très intéressante, comme le groupe Kiss, où à un moment, on voit des personnages qui ressemblent au groupe Kiss, mais à travers eux, qu'est-ce qu'on voit aussi ? On revoit le cinéma expressionniste, vous aviez évoqué Murnau, on revoit le cinéma expressionniste, parce que Kiss lui-même s'inscrit dans cette culture-là. Donc on voit aussi que c'est une sorte de traversée, de sédimentation aussi, non seulement avec l'histoire de dialogue, de revisiter certaines œuvres. Parfois ça peut être troublant, parce que j'ai entendu dire que Olympia de Leni Riefenstahl était bien aimée justement de certains milieux homosexuels par la manière dont elle érotisait les athlètes masculins. C'est ça que ça m'évoque aussi. Alors, on revisite justement au point, c'est surprenant, mais ça arrive. Je dirais pas que le camp du glam rock et celui-là, le camp du glam rock, c'est vraiment l'entrée massive dans une culture, je parle de la culture globale de la société des années 60. Alors il y a déjà une équivocité dans les années 60, hein, le swing in London, où le pop art intègre déjà des formes d'ambiguïté, hein, mais dans les années 70, c'est poussé avec une vraie mise en scène d'une ambiguïté masculine-féminine, qui est en fait vraiment, qui a quelque chose de contre-culturel. C'est vraiment... Et dans le Phantom, il me semble que dans Phantom of Paradise, c'est plutôt cet aspect-là culturel. C'est cette culture, cette manière de concevoir la culture-ci qui est très présente. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette manière de faire, elle va s'exprimer cinématographiquement à partir de toute une série de procédés d'exagération. C'est intéressant parce que Brian De Palma fait plutôt des films violents d'habitude, où on a une exagération... Prenez Carrie par exemple, Carrie au bal du diable. Je ne sais pas si c'est avant ou après, mais on lui balance du sang de porc ou ce genre de choses. Enfin, vraiment, Brian De Palma, il a vraiment un cinéma, en fait, à la fois très mental, mais aussi très frontal. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas par des formes Enfin, il y a quelques scènes violentes, mais vraiment, elles ne sont pas centrales. Mais ça prend... et elles sont encore de l'ordre de la citation, et presque du comique, mais c'est intéressant de voir que les mêmes procédés qui servent à faire de la violence grandiloquente peuvent produire aussi du glam.
En fait, il y a un... Ça peut être attirant en soi, quoi, quelque part. En fait, ça dit quelque chose, ça dit le rapport du cinéma, de l'exagération au grotesque. Et qu'il existe toute une série de formes de grotesque qui peuvent s'exprimer cinématographiquement de façon cohérente. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant dans le rapport au cinéma. Et d'ailleurs, si on reconstitue encore une fois l'histoire sur le long terme, je pense que la question de l'exagération grotesque est une question qui est fondamentale depuis Gaston Leroux jusqu'au film de 1925 avec le mélodrame et le gothique, évidemment dans les films de la Hammer, qui sont des films qui jouent avec le grotesque, et même dans les films, et ça on y pense peut-être moins, dans le film de 43 ou dans tout ce qui est comédie musicale, dans ce qui existe déjà dans la comédie musicale, d'exagération, d'ambiguïté décorative, etc. La comédie musicale est une forme d'exagération, de tendance. Quand on prend Blanche Colombe ou Vilain Messieurs, par exemple, oui. C'est des petites tendances, c'est des tendances de la société qu'on exacerbe et on en fait des chansons. Mais pas seulement, parce que dès lors que les gens se mettent à danser, dès lors qu'on a des jupes qui froufroutent, dès lors qu'un gangster, si on prend Blanche Colombe et Vilain Messieurs, qu'un gangster se met à danser... ou à jouer au craps dans les égouts aussi. Oui, mais voilà, et d'un seul coup, ça devient bouffon, et ça devient... Ça se voit attacher des valeurs qui sont pas loin du camp. Donc on peut tracer des liens dans le grotesque et dans l'exagération, dans tout ce cinéma. Et alors... Il me semble que on peut arriver directement à Dario Argento en évoquant ça, parce que Dario Argento, c'est évidemment le descendant aussi de ce cinéma de l'exagération, de ce cinéma de l'outrance, de la démesure, et pour moi, ça explique qu'il ait pu aller chercher ce film. Nombreux sont ceux qui pensent que les fantômes n'existent pas. Mais la force de la passion peut les ramener à la vie et provoquer la mort. Alors il y a autre chose, c'est que je parlais du film de 43 et du rapport légèrement, du sentiment vague de dimension incestueuse entre ce fantôme qui n'est plus le père de Christine, mais qui est... Et là, c'est quand même Asia Argento que le fantôme... Ça veut dire la fille de Dario Argento. Et le fantôme rêve et couche avec Asia Argento dans les sous-sols, alors qu'il est la figure du créateur. Et il y a une ambiguïté qui, à mon avis, est du niveau de Lemon Incest de Serge Gainsbourg avec Charlotte Gainsbourg dans ce film, et qui est voulu, qui est revendiqué... Consciencieusement voulu par Dario Argento. Ah oui, et qui est vraiment là, trouble. on peut parler de freudisme à ce niveau-là, de l'analyse freudienne. Enfin, c'était la mode aussi, beaucoup, à l'époque, de reprendre Freud, d'en faire un objet d'analyse des films, justement. Oui, en tout cas, là, il y a une forme de provocation. Le gore, il y a la provocation du gore de cet Argento tardif, qui est un Argento plus gore que les premiers avec Suspiria. Qui est presque du Lucio Fulci, par moment, vous voyez, du gore avec vers de terre, avec rats, etc. C'est vraiment du gore cracra, par moment. Voilà, c'est un peu vulgaire, justement. Oui, c'est ça. Et en même temps, alors c'est un film intéressant pour ça. Bon, d'abord, il y a ce rapport incestueux qui est très très intéressant, qui est provocateur, qui est très étrange. Ah non, autant pour moi, je croyais que c'était plutôt encore... 2004, c'est le Schumacher, c'est le dernier, mais 98, Argento. 98. Argento, 98, non, on est... Oui, c'est après tout, oui, c'est après. C'est pour ça qu'il a un côté clipesque un peu, hein. C'est vraiment, c'est cette esthétique. Bon, 98, non, mais la provocation, elle est là parce que sa fille existe, elle est une figure montante, et il va jouer beaucoup avec sa fille. Il y a le syndrome de Stendhal qui va aussi la mettre en scène s'évanouissant, tombant victime, etc. Il y a quelque chose chez lui, dans sa relation à sa fille, qui problématise, à mon avis, la nature de la création dans le cinéma d'horreur. Peut-être, qu'est-ce que c'est que être un prédateur par rapport à son spectateur? Qu'est-ce que c'est que de désirer? Qu'est-ce que c'est? Il y a des questions qui sont posées autour de ça, pour moi, autour de sa relation à sa fille, et qui est mise en scène, en tout cas ici, qui est vraiment problématisée dans ce film-là. C'est-à-dire, dans ce film-là, il y a ce fantôme de l'opéra qui renvoie à la question de la création, un peu moins dans ce film que dans les autres, mais quand même, qui est très beau, alors qu'il est partout ailleurs, il est laid. Ici, il est beau. C'est pas qui a été élevé par des rats, c'est quand même une histoire complètement folle, c'est n'importe quoi. Je rappelle quand même que c'est un berceau qui a été jeté dans l'eau, que des rats ont récupéré
et que les rats ont probablement élevé le nouveau-né dans Alors ce fantôme de l'opéra. ça rappelle aussi, ça fait peut-être un clin d'œil au Batman de Tim Burton, où le pingouin, justement, a été abandonné dans les égouts par ses parents et élevé par des pingouins. Peut-être. Je ne sais pas. Il est sorti quelques années plus tôt. Mais en tout cas, il est beau. Oui, mais enfin, c'est quand même très curieux comme idée. Enfin, je veux dire, présenter ça, on est vraiment dans le grotesque pour le coup. Et donc ce fantôme très beau, aux cheveux longs, qui ressemble vraiment à un personnage gothique. C'est quand même, ils sont tous avec des cheveux longs. Par exemple. Il y a, il y ressemble. C'est celui-là. Il a des cheveux longs, des chemises à jabot. On est dans des sous-sols avec bougies, etc. Et en même temps avec des rats. Voilà, exactement. En même temps avec des rats, des chauves-souris, des décapitations. Il arrache la langue d'une. C'est très vulgaire, quoi. Vulgaire. En tout cas, visuel, très. Mais en tout cas, il a été élevé par des rats et il est une figure de créateur. Enfin, je trouve que ça correspond quand même à une sorte d'image de l'artiste et de l'artiste Dario Argento. Il y a quelque chose, et donc je trouve ce film intéressant à la fois dans sa confrontation du gore et d'une imagerie romantique gothique et du désir et de la violence. Et donc c'est aussi un film intéressant. C'est aussi la période où on revisite de façon générale dans les années 90. Il y a eu le Dracula de Coppola, mais il y a aussi le Frankenstein qui est ressorti avec Robert De Niro que Coppola a produit. C'était aussi une mode à l'époque d'essayer de revisiter aux normes de l'auteur de l'époque. Avec même un style, précisément un style, une technique de travail sur l'image qui applique à l'image un traitement qui est similaire dans tous ces films fantastiques, avec des contrastes assez forts, un effet bleuté ou d'ombre. Rougeoyant parfois. Exactement. C'est vraiment, il y a quelque chose de carton-pâte, justement. Absolument. Ou que c'est justement Coppola. Carton-pâte numérique. Carton-pâte numérique. Peut-être pas celui de Coppola au début, parce que lui, il est beaucoup dans les références justement au cinéma muet et ainsi de suite, mais il y a comme une espèce de retour aussi aux sources vis-à-vis des effets spéciaux. Mais ça va même être dans des films un peu de type underground, tous ces films un peu fantastico-gothique. Fantasmagorique, on refait le loup-garou aussi. C'est du néo-gothique, disons. C'est ça. Voilà, alors il faut parler quand même, parce qu'on ne peut pas comprendre le film d'Argento, selon moi, si on oublie qu'il y a eu entre les deux la comédie musicale de Lloyd Webber, qui est le plus grand auteur de comédie musicale. C'est la deuxième plus grande comédie musicale. C'est celle de toutes les comédies musicales, c'est la deuxième à avoir eu le plus grand succès. Donc, et c'est un succès 80, j'ai mes antisèches parce que 86. Et la dernière représentation, c'est l'année dernière. C'est dire que ça a été un succès continu et ça a tourné dans le monde entier en parallèle. Et c'est vraiment une comédie énorme, un succès monstrueux, et c'est la rencontre, c'est le retour du fantôme de l'opéra à l'opéra, enfin, parce que la comédie musicale, c'est l'opéra, mais médiatisé par les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ça s'il n'y a pas 43. S'il n'y a pas... S'il n'y avait pas eu déjà préalablement cette adaptation de 1943, où on avait préalablement ressaisi la notion de comédie musicale, justement. Exactement. Et aussi, il y a une interprétation très forte de la figure du fantôme comme figure romantico-gothique, qui va, à mon avis, Argento a nécessairement en tête, même s'il a en tête celui de 25, je l'ai dit, il a été influencé par celui de 25. C'est vraiment une image forte. Donc, c'est intéressant, comme on circule dans toute une série d'images où tout à la fois, chaque auteur est nourri de la sédimentation de façon consciente ou inconsciente, et en même temps, il y a une appropriation forte, une réinvention, où on raconte une chose nouvelle. On raconte quelque chose sur ce que c'est que de faire du cinéma, que de faire du spectacle. Ce que c'est que le spectacle. Il y a vraiment un discours personnel à travers une œuvre qui est collective. Mais là encore, parce que justement, la base du fantôme de l'opéra s'y prête, comme nous disions au début, en parlant de l'opéra. Ah oui, absolument. C'est vraiment une très grande œuvre. Pour ça, c'est une très grande œuvre sur le spectacle.
Et donc par rapport à l'adaptation de 2004 dont vous parliez, c'est de... Alors celle de Shoemaker, faut se rappeler, hein, c'est lui qui a fait un des Batman tardifs. Ah oui, les Batman Batman 3 et 4 qui ont été assez reçus d'une manière catastrophique, mais quand on y regarde, il y a quelque chose d'autocritique, de très cartoonesque en réalité. Un peu camp. Complètement camp. Le rapport de Batman et Robin. Quand on ouvre dans le Batman 4 sur les tétons et les culs de Batman et de Robin, excusez-moi, mais là, c'est peut-être trop évident. C'est peut-être pour ça qu'il se fait à ce point démolir. Alors, c'est un fantôme de l'opéra qui a été énormément critiqué. Je pense que c'est très difficile d'adapter une comédie musicale de scène au cinéma. Oui. Et c'est très difficile de le faire sans ironie. Oui, parce qu'il y a justement la dimension avec le grandiose de la scène pour le traduire au cinéma. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'il y a une dimension documentarisante ou réaliste, on croit qu'on voit la réalité. Ou ridicule aussi. C'est-à-dire que des personnages qui se mettent à chanter, des effets de scène, tout ça devient un peu ridicule dès lors que c'est filmé. Ça devient, en fait, ce que l'on voit au travers de ce qui est filmé, c'est justement l'artifice. Quand on le voit en réalité, l'artifice, c'est réel, ce sont des personnes qui performent quelque chose. Mais voir cette performance au travers d'une image cinématographique, on voit non pas la performance, mais l'artifice de cette performance. Exactement. Et puis, la comédie musicale est un grand spectacle populaire, avec des procédés du spectacle populaire. Et le cinéma est un spectacle populaire qui a ses propres codes, et c'est difficile de basculer d'un type de code. Si on ne réadapte pas les codes, on prend le mur. Et donc, Shoemaker a fait un film qui a bien marché, qui est un film qu'on a, à mon avis, trop critiqué, surtout parce qu'on lui a reproché de faire quelque chose de très kitsch. Alors qu'à mon avis, c'est une interprétation osée d'une forme de vérité de la comédie musicale et qui finalement est pas idiote. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes. Prendre Butler en fantôme, c'est quand même un acteur qui va faire des films d'action, c'est un acteur de film d'action, il n'est pas tout à fait fait pour ça. À l'époque, je crois qu'il avait déjà joué dans 300, il me semble, de Snyder, donc il était au sommet de sa carrière, je crois. Peut-être que je ne sais pas les dates, moi. Enfin, c'est à peu près la même date, à peu près, oui. Moi, j'ai mes antisèches pour les dates parce que je les ai connus. Je crois que c'est 2004-2005, je ne sais plus. En tout cas, c'est un acteur, et puis un acteur très physique. Bon, il y a un côté un peu... En fait, on a reproché à ce film d'avoir une esthétique proche des téléfilms érotiques, en fait, érotiques, ce qui est très sévère. Mais en même temps, moi, je pense que c'était une interprétation, c'est terrible à dire, mais c'était une interprétation intéressante de la comédie musicale de Lloyd Webber, qui est une exceptionnelle comédie musicale, mais pour moi, c'est une bonne façon aussi de penser... De montrer un certain aspect de la chose. Un attrait. Il y a un attrait. Ce film, si ce film a eu du succès, c'est que dans le fond, le choix qu'il a fait était judicieux par rapport au public. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pareil, même si je sais que ces Batman sont haïs, en réalité, c'est un aspect de Batman ou des comics qui sont réels. Les comics, c'est pas forcément noir, sombre et glauque, c'est aussi un aspect très enfantin. Longtemps, les Batman étaient essentiellement enfantins. Et pour conclure, qu'est-ce que vous auriez à dire sur les adaptations ? J'aurais une question quand même dont on n'a pas parlé, c'est l'opéra, le vrai, l'opéra Garnier. Oui. Est-ce qu'on le voit dans les films, le vrai opéra, ou est-ce qu'on l'a toujours refait ? Alors, c'est difficile. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. En 25, non. En 43, non. Non, on le voit. On va aller plus vite. C'est-à-dire il me semble qu'on a toujours reproduit l'opéra Garnier sans y filmer le fantôme de l'opéra, alors que, et c'est aussi dit dans cette bande dessinée, ça fait partie d'un des personnages, justement, chez Gaston Leroux. C'est essentiel. C'est même le personnage principal, et c'est le seul personnage qui n'est jamais présent dans les adaptations. Absolument, c'est tout à fait juste. Donc voilà, c'est une petite pointe particulière. Il faut faire un fantôme de l'opéra à l'opéra Garnier. Christine Dubois will sing tomorrow night. Leave Paris. This is your last warning. Take off that prop room mask.